je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. La semaine dernière, nous entamions la seconde saison de J'ai une question docteur avec la première partie de l'épisode consacré au parcours de Clémentine Vergniaud, journaliste décédée en 2023 d'un cholangiocarcinome, un cancer des voies biliaires et celui de sa mère qui l'a accompagnée jusqu'au bout. Nous continuons aujourd'hui avec la deuxième partie de l'épisode, toujours en compagnie d'Elisabeth Vergniaud, mère de Clémentine, et de Diane, que vous connaissez désormais. Très bonne écoute. Donc, comme on disait, la recherche a effectivement un rôle primordial à jouer, non seulement pour mieux comprendre les causes de ce cancer ou de l'augmentation des cancers digestifs au sein de la population, mais également pour ce qui est des traitements, puisque aujourd'hui, dans le cadre du cholangiocarcinome, il y a assez peu de traitements proposés. Et c'est pour ça aussi que pour faire progresser la recherche, vous avez cofondé avec donc le mari de Clémentine, Grégoire Lecallot, les fonds Clémentine Vergniaud, pour lequel d'ailleurs il est possible de faire un don en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, le fonds Clémentine Vergniaud, à la base, ça vient de Clémentine et du podcast, parce qu'au mois d'août 2023, elle a été approchée par une chercheuse qui souhaitait, en ayant entendu le podcast, qu'elle crée une association justement pour lever des fonds pour la recherche, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de recherche pour le cholangiocarcinome. À ce moment-là, elle était hospitalisée, donc c'était pas vraiment le moment. Et on s'était dit, quand ça ira un petit peu mieux, éventuellement, on t'aidera, il n'y a pas de souci, on verra ce qu'on peut faire. Sauf que bon, elle n'a pas été mieux du tout à aucun moment. Et sa demande a été, moi, je veux qu'on aide la recherche, je veux que vous aidiez la recherche, que vous fassiez quelque chose. Donc la cagnotte a été créée après son décès. Et ensuite, on a créé le fonds pour que ce soit un véritable fonds de dotation, avec lequel on a quand même récupéré 160 000 €. Donc on a pu soutenir un essai clinique pour une amélioration à la chimiothérapie, pour que la chimiothérapie soit un peu plus efficace à l'Institut Curie, à hauteur de 20 000 €. Et là, on vient d'attribuer 130 000 € pour une thèse de recherche à Racha Mansouri, donc de l'INSERM de Paul Brousse. Donc la boucle est bouclée parce qu'en fait, c'est une jeune chercheuse supervisée par Jamila Fèvre, qui n'est autre que la chercheuse qui avait approché Clémentine en août 2023. Mais bon, on n'a pas attribué par rapport à ça. On a attribué parce que vraiment, elle fait une recherche sur les niches métastatiques pour comprendre pourquoi les métastases se logent dans les ganglions à la place des cellules immunitaires qui devraient faire leur travail. Donc elle a déjà des pistes, elle a déjà beaucoup travaillé, elle veut continuer à travailler là-dessus. Donc peut-être une piste qui pourrait permettre justement de comprendre et de soigner plus facilement. Donc voilà, on va soutenir ça à hauteur de 130 000 €. En parallèle, le fonds Clémentine Vergniaud a été élu pour 2 ans par les Lady Circle. Donc pendant 2 ans, les Lady Circle de toute la France vont faire des actions pour nous reverser les fonds qui seront encore pour la recherche. Donc dans 2 ans, on espère pouvoir financer encore une thèse. Et puis bon, on fera d'autres actions aussi à côté. Et ce fonds, il est vraiment important parce qu'on a créé aussi ensuite l'association Espoir Voies Biliaires, qui dépend d'Acabi, l'association contre les maladies et le cancer des voies biliaires, qui a 2 antennes, Espoir Pancréas et Espoir Voies Biliaires. Donc sur Espoir Voies Biliaires, c'est plus après avec des médecins, avec des patients, avec des familles. Et on mettra ce que devient l'argent du fonds Clémentine Vergniaud, les avancées de la recherche et toutes les actions qu'on peut faire en parallèle. Donc plus la vente du livre qui rapporte aussi au niveau du fonds Clémentine Vergniaud. Donc je pense qu'on a fait ce que Clémentine souhaitait qu'on fasse, peut-être même encore plus. Et en tout cas, j'espère que dans les années à venir, on aura des solutions pour ces cancers-là. J'y crois parce que la recherche avance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Et comme me l'a dit un jour Clémentine, j'espère qu'un jour une autre Clémentine ne s'entendra pas dire: «On va vous soigner, mais on ne pourra pas vous guérir».
Je veux juste qu'elle entende: «On va vous guérir». Voilà ce que voulait Clémentine, donc on se bat pour qu'un jour, une Clémentine s'entende dire: «On va vous guérir». Notre but Effectivement, c'est vraiment un projet qui est porteur d'espoir et puis c'est très intéressant aussi et surtout on sait du coup qu'on va pouvoir suivre toutes les avancées, voilà. sur le site comme vous l'avez dit. Mmh. Et c'est important que les gens s'ils donnent, il faut qu'ils sachent où va l'argent. Parce que l'argent, on ne le récolte pas pour nous, on le récolte vraiment pour cette cause-là. Et cette jeune chercheuse là, Racha Mansouri, elle est oui, oui, je pense qu'il y a de l'espoir sur cette recherche. Donc enfin, on y croit en tout cas. On y croit, on veut y croire, on veut croire que demain, bon, ça mettra peut-être encore 10 ans, hein, je suis pas soyons réalistes quand même, hein. On sait bien que la recherche, ça ne se fait pas en un clin d'œil, mais bon, chaque petite pierre à l'édifice permet d'avancer et pour les prochains patients, d'avoir un peu d'espoir, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en termes de traitement, à part, gemcitabine, cisplatine et l'immunothérapie, on a vu la limite des thérapies ciblées qui ont Ouais. quand même, des effets indésirables, conséquents et notoires, donc on reste encore limité, hein, sur ces cancers-là, donc le fonds Clémentine Vergnaud va continuer à vivre. Et justement, on évoque à travers, le fonds Clémentine Vergnaud, donc les aspects, financiers. Alors au-delà de la question médicale, quand on est un proche, qui accompagne du coup quelqu'un de sa famille dans cette épreuve, quel est, au regard des aspects qui sont administratifs et financiers, quel rôle, vous avez eu à jouer? Comment, vous êtes positionné par rapport à tout ça? Alors, au niveau administratif, ça, c'était mon boulot parce que Clémentine me l'a délégué très rapidement. Bon, d'une part par le problème avec la sécurité sociale sur lequel on va pas revenir en long, en large et en travers, elle l'a évoqué. Je dirais simplement quand même que la sécurité sociale est un service public avec un numéro de téléphone payant et avec une messagerie pour leur laisser un message si on ne sait pas comment faire. Moi, je vous assure qu'il faut c'est pas intuitif du tout et il faut vraiment chercher pour leur laisser un message. Donc ça, c'est vraiment mon petit coup de gueule personnel parce que c'est pas normal sur un service public qu'on ait un numéro payant. Vous vous déplacez, pour voir une personne, vous n'obtenez aucune réponse. On a quand même là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'étais là pour faire les relances parce que tous les 15 jours, je faisais des relances à la sécurité sociale pour qu'elle touche ses indemnités journalières. Mais elle ne l'aurait pas fait parce qu'elle n'y arrivait pas, elle n'avait pas l'énergie. Donc je me dis une personne qui vit seule, comment elle fait? Comment elle fait toute seule pour faire ce genre de choses? Heu, Administrativement, c'est très lourd. Bon, elle avait un prêt immobilier, l'assurance de prêt immobilier, bah, on vous demande un dossier, quand elle a vu tout ce qu'il fallait faire, elle me dit: «Oh non, j'y arriverai pas». «C'est pas grave, on va t'aider, on va le faire». Bon, on s'est occupé du dossier. Toutes ces choses-là, on les a faites pour elle. Mais une personne seule, je ne vois pas comment elle peut s'en sortir. Il y a trop, c'est trop lourd. Après, il y a eu aussi l'histoire des taxis. Ça mérite d'être nommé parce qu'ils faisaient grève il y a pas si longtemps. Sauf que quand elle a appelé pour avoir un transport, ah bah non, on prend pas. Non, on prend pas. On lui a même dit: «Oh bah non, c'est pas rentable ce trajet». Nous, on s'est vu sortir de l'hôpital Percy, c'était pas très loin de chez elle, 20 minutes de marche, une petite demi-heure de bus autrement, sauf qu'elle sortait d'une biopsie, elle était pliée en 2, elle ne pouvait même pas se redresser pour marcher. On avait un bon de transport. Il y a eu aucun transport possible. On a payé un taxi simple de notre poche pour qu'elle rentre. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu inadmissible. Je sais pas, Clamart-Paul Brousse, ça devait être un trajet, bah, c'est un trajet qui prend du temps pour peu de kilomètres, donc c'était pas intéressant. Heureusement qu'il y a quand même, des taxis, conventionnés qui sont tout à fait corrects et qui l'ont prise en charge. Mais à un moment, elle pleurait parce qu'elle me dit: «Mais enfin, je comprends pas, je vais devoir y aller en transport en commun ou il faut que je prenne le volant moi-même». Enfin, c'est pas normal d'avoir des choses comme ça. Après l'autre situation, complètement ubuesque, c'était au niveau de l'assistante sociale. Alors là aussi, j'invite les hôpitaux à faire attention à qui ils recrutent dans les services. Clairement, bon, moi j'ai jamais vu son visage, hein, en 1 an et demi. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. C'est pas faute de l'avoir relancée des dizaines de fois.
Elle s'est juste contentée d'envoyer par mail un dossier à remplir pour la sécurité sociale. Point, à la ligne. Heu, c'est quand même assez aberrant de pas être là pour les personnes qui n'y arrivent plus. Parce que même quand on n'a que 30 ans, mais quand on est, envahi par la douleur, qu'on est en chimio, qu'on est, vraiment à la ramasse, qu'on n'arrive même pas à se lever le matin, heu, qu'il n'y ait pas une personne qui vous vienne en aide. C'était juste pour avoir quelques heures de ménage. C'était tout ce que demandait Clémentine, parce qu'elle ne pouvait pas faire son ménage et elle enrageait que ce soit moi qui le fasse. Elle disait que c'était pas mon rôle. Bon, pourquoi pas? Après tout, je pouvais le faire. Mais, voilà, c'est des choses comme ça. Donc moi, je me suis débattue, j'ai appelé le CCAS, j'ai appelé 3 fois, on devait toujours me rappeler, on m'a jamais rappelé. On me renvoyait toujours sur l'assistante sociale, mais bon, comme j'en avais pas sur l'hôpital, j'ai essayé sur le secteur. Clamart, il y a pas d'assistante sociale, il faut aller à Issy-les-Moulineaux. Oui, mais bon, c'est pas à moi de faire la demande, c'est à ma fille. Issy-les-Moulineaux, c'est encore une demi-heure. Elle est malade. Bon, ça aussi, c'est pas franchement entendu. Je me suis tournée vers la Ligue contre le cancer, j'ai eu un jeune homme, bon, très gentil, mais qui ne savait pas me répondre parce qu'il y avait pas longtemps qu'il était là. Il me dit: «On vous rappellera». J'ai jamais eu de rappel, on m'a jamais rappelé. Donc on s'est quand même à ce niveau-là senti très seul et quand vous avez toutes ces démarches autour de vous qui sont à faire et et que vous n'êtes pas entendu, c'est quand même assez compliqué. Et bon, nous, on était bien portants, on était là pour elle, on l'a accompagnée pour tout ça. Mais les gens qui sont seuls, et il y en a, et il y en a, comment ils font? Moi, c'est à ces gens-là que j'ai pensé bien des fois. Je me suis dit: «Mais comment font les gens quand ils sont tout seuls?» Parce que l'administratif, c'est énorme quand il faut voir les dossiers qu'il faut remplir là pour une assurance de prêt. Bon, ça va, ils étaient très cool, ça s'est très bien passé avec eux. Mais, ça plus la sécurité sociale, on s'arrachait les cheveux, quoi. Et même quand je rentrais chez moi, quand on revenait un peu à la maison pour souffler, j'avais toujours en tête qu'il fallait que je relance la sécu, qu'il fallait que je les relance et ça a duré, bah, 1 an quoi, voilà, 1 an. 1 an de relance, c'est extraordinaire. Oui, Et là ça vous fait une énorme charge mentale, Mmh. complètement inutile au vu de la situation, heu totalement, et pour elle et pour vous, ses proches, et encore, elle avait ses proches pour l'aider. oui, oui et quand on s'aperçoit, après, quand elle a fait son taco de Tsubo là, que l'assistante sociale à Henri Mondor, en moins d'une semaine, nous a réglé la situation. Enfin, elle a fait des démarches et du jour au lendemain, tout était réglé. Elle avait des aides au quotidien et elle a fait faire un dossier MDPH. Enfin, on a eu affaire à une assistante sociale en or. On se dit: «C'est quand même dommage, qu'on n'ait pas eu ça dès le départ». OK, on aurait peut-être fait un dossier MDPH, elle aurait pas eu toutes ces aides dès le départ parce elle n'avait pas la même dépendance. Mais au moins les choses auraient été enclenchées, on aurait pu réactiver, modifier au fil du temps. Je comprends pas pourquoi il y a pas eu ça dès le départ et donc c'est pour ça, j'ai envie vraiment que les hôpitaux, ils choisissent leurs assistantes sociales, mais qu'ils fassent attention, quoi. Cette jeune femme, a priori, elle était pas faite pour ce service. On n'est pas Mmh. faite toujours pour tout. Elle sera peut-être excellente chez les enfants ou je ne sais quoi. Mais, c'est quand même dommage parce qu'on est quand même dans une période de la vie où pour le patient, il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui s'effondre. On peut pas lui demander en plus de devoir gérer toutes ces choses et je suis convaincue qu'il y a des gens qui laissent passer plein de choses. Alors clairement, de toute façon, on n'aurait pas été là. Clémentine, la sécurité sociale, elle aurait laissé courir, elle aurait pas eu l'énergie de le faire et son dossier de prêt, elle l'aurait pas fait non plus, elle aurait pas eu l'énergie. Ça Bien sûr. demande beaucoup trop. Quand on est en chimio 2 semaines sur 3, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc bon, je Mmh. pense qu'il y a beaucoup de gens isolés qui certainement doivent être en grande difficulté. Bien sûr, et vous faites bien en tout cas de souligner l'importance, des travailleurs sociaux, dans tous ces services, qui ont un rôle primordial pour épauler les patients, dans leur parcours de soins. Ah oui, oui, il y en a des formidables. Bon, on n'a pas eu de chance, c'est Merci. pas grave. Vous évoquez, justement, l'importance du bloc que vous avez constitué autour de Clémentine. Donc, il y avait vous, il y avait, son mari, il y avait votre époux, il y avait toute votre famille. Comment ça s'est fait quelle dynamique vous avez mis en place? Quel rôle vous avez pu trouver
chacun d'entre vous pour, l'épauler de la meilleure des manières? Ça s'est fait naturellement? Vous avez construit quelque chose? Comment ça s'est fait? Non, ça s'est fait, totalement naturellement parce que, bah, déjà Clémentine, à partir du moment où il y a un problème médical, c'est on appelle maman. Voilà, on commence par là. Donc quand la douleur s'est avérée très violente, elle avait un rendez-vous à, je ne sais plus, la clinique Montsouris, je crois, à ce moment-là, et elle ne veut comme il n'y a pas d'urgence, elle voulait pas aller aux urgences, donc elle a dit à Grégoire: «Tu appelles maman». Donc bon, il m'a appelé, mais moi à 400 kilomètres, je peux pas gérer les choses, quoi. Donc comme il y avait une maison médicale, je dis: «Bah, tente ton coup, emmenez bien tous les examens, tout ce qu'elle a». Bon, c'est comme ça qu'elle a fini aux urgences de Percy, donc il nous a appelés. Je dis: «Bah, c'est pas grave, on arrive demain, voilà, on prend la route». On est arrivé le lendemain, bon, on est allé le voir, il nous a donné ses clés, tout ça, et après, ben, je dirais les choses se sont faites d'elles-mêmes parce que Clémentine n'envisageait pas qu'on s'en aille. Elle elle avait besoin de nous et elle avait besoin de Grégoire, elle avait besoin de tout le monde. Donc, bah, on a chacun pris la place qu'on pouvait prendre. Moi, je savais qu'on partait quand même sur un petit marathon, que j'aurais préféré un peu plus long, mais je savais que ce serait un marathon de courte durée, mais un marathon quand même, et que dans ces cas-là, il faut quand même se ménager des temps pour soi, pour se ressourcer. Parce que si on veut aider l'autre, il faut quand même pouvoir, être en forme, et je l'ai dit rapidement à Grégoire, que parce que je le sentais partir, très vite, très fort, mais il a quand même 2 enfants et il fallait aussi qu'il pense à ses enfants, il fallait qu'il pense à lui parce qu'il avait son travail. Donc voilà, on a articulé ça entre nous, avec la confiance, en se disant: «Bah, si moi je suis pas là, lui il est là». Enfin voilà, on savait qu'il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle, ce qui nous rassurait les uns les autres, et on savait qu'on pouvait compter les uns les autres. Il suffisait qu'il passe un coup de téléphone. Bon, comme on était à la retraite, et ben voilà, on nous appelait, on repartait, et ça s'est fait assez naturellement. Oui, on a été, je pense, le trio, après il y avait ses sœurs aussi, mais qui étaient moins disponibles. Mais bon, qui étaient là quand même en renfort derrière, qui venaient la voir, qui venaient un peu s'occuper d'elle. Il y avait son amie aussi qui était là, régulièrement, qui a passé du temps à l'hôpital avec elle, qui est allée en chimio avec elle, donc mais le noyau dur, oui, c'était Grégoire et nous, donc notre vie s'est organisée autour d'elle, simplement, sans plus se poser de questions. Après, nous, quand elle était hospitalisée, souvent on y était sur la semaine, et quand Grégoire travaillait pas le week-end, on disait: «Bah, écoute, restez tous les 2 en amoureux, puis nous on fera autre chose». On essayait aussi de, quand il était là, bon, on essayait de s'absenter, quoi, histoire qu'ils aient du temps en couple, parce qu'il y avait avant tout un couple quand même, un jeune couple qui avait le droit de vivre, et on essayait d'avoir chacun notre petite place dans 45 m². C'est pas facile, mais bon, on essayait de trouver notre place, autant que possible, mais on avait aussi besoin les uns des autres, hein. Il avait besoin de nous et on avait besoin de lui, et on a toujours besoin de lui. Je pense que voilà, ça reste quelque chose, mais bon, pour Clémentine, elle ne supportait pas d'être toute seule, donc il fallait trouver des solutions pour être avec elle, et à l'hôpital, c'est vrai que c'est j à part sur, vraiment les 3 derniers mois de sa vie, en général, quand il fallait rester, c'est moi qui restais. C'était souvent, parce que je le sentais, je lui proposais, elle disait oui. Voilà. Si elle voulait pas, bon, je repartais, mais quand je sentais qu'il y avait un besoin: «Est-ce que tu veux que je reste?» «Oui, OK, bon, je reste si l'équipe est d'accord», voilà, on était, mais bon, après, il s'est avéré important que ce soit aussi Grégoire et son père, et qu'on puisse tourner là, c'était chouette aussi, quoi, que tout le monde, mais oui, ça s'est fait assez naturellement, hein, la prise de place, mais dans le dialogue, dans la confiance. Et je pense que sans dialogue, il y a rien de possible, en fait. Savoir simplement dire: «Ben, je suis fatigué, j'ai besoin de prendre du recul», ou «Tu as peut-être besoin d'avoir plus de temps, occupe-toi des enfants», bon voilà, quand il disait: «Bah oui, mais les enfants là, je m'en occupe pas». Bah, prends du temps pour les enfants, on est là, profites-en. C'est des petites choses simples, mais pouvoir le dire, quoi. S'autoriser à le dire, et s'autoriser à pas être des surhommes, parce qu'on est nous aussi que des êtres humains, et bah, on a besoin, parce qu'on est fort quand on est avec le patient, mais s'autoriser à pleurer quand on repart, s'autoriser à craquer, s'autoriser à, enfin moi je sais que quand je rentrais pendant 48 heures, il fallait pas venir me voir.
Mes autres filles le savent, elles me laissaient 48 heures pour décanter, pour respirer, j'ai envie de dire un petit peu débriefer dans ma tête tout ce qui s'était passé pendant 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines parce que tant qu'on était avec elles, on était là pour elles. Donc notre esprit ne fonctionnait que par rapport à elles, mais plus par rapport à nous. Et il y a un moment, on a besoin aussi de revenir en nous pour retrouver l'énergie, et ça, c'est pas toujours facile, quoi. Et puis, ce dont vous parlez aussi, ces petits sas de décompression, c'est important aussi parce que quand on vous entend, vous avez énormément de recul sur la situation, vous montrez aussi énormément de force, mais c'est vrai qu'on peut se demander des fois humainement comment vous avez fait pour tenir, etc. Et donc oser avouer que ben, là des fois j'étais pas bien et j'avais besoin de m'isoler pendant tant de temps. Il fallait voilà, c'est des moments pour soi aussi. Parce que quand on est proche aidant, des fois on s'oublie, sans forcément des fois s'en rendre compte d'ailleurs. Donc c'est important aussi d'en parler. On s'oublie forcément, on oublie de manger, on s'oublie, c'est inévitable parce que l'autre est une priorité, le patient est une priorité. Clémentine était notre unique priorité, au détriment de ses sœurs, au détriment de nos petits-enfants, heu, mais tout le monde l'acceptait de cette façon-là. Mais oui, on s'oublie, mais par moments, on a aussi besoin de se poser quand même un petit peu. Bon, les derniers mois, non. Les derniers mois, on s'est quand même un peu oublié, mais on savait qu'on était sur la dernière ligne droite et que chaque instant était précieux, que chaque instant qu'on passait pas avec elle, c'était un instant perdu, en fait. Voilà, profiter, de chaque instant qu'on peut avoir avec la personne, c'est hyper important et tout ça, c'était, oui, c'était ce qui nous tenait. On en parlait avec ses sœurs quand elles sont venues à Paris, on était tous ensemble et bah, c'était quand même des moments joyeux. Quand elle a fait ses 30 ans, bon, elle était juste malade, elle n'avait fait que 2 chimios à ce moment-là, mais on s'est tous retrouvés à Paris pour ses 30 ans et c'était quand même des moments, elle savait que la famille était là, elle savait qu'on était là et ça, c'est important. Ça vraiment, pour un patient, c'est ne pas se sentir seul, je pense qu'il y en a qui sont seuls. Ça me fait peine parfois quand j'y pense parce que je me dis: «Il y a des gens qui sont seuls, quoi, face à la maladie, complètement seuls». Oui, et comme elle le dit encore une fois aussi joliment, avoir quelqu'un pour nous tenir la main. C'est exactement ce que vous avez fait et jusqu'au bout. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer plus que les autres, quelque chose d'important pour vous, soit qu'on n'aurait pas abordé, soit dont on a déjà discuté et sur lequel vous souhaitez insister? Moi, j'insiste vraiment sur le rôle des proches, mais du dialogue, parce que j'ai vu une autre maman à l'hôpital qui était très, 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 très seule près de sa fille. Elle n'avait pas de dialogue avec son gendre, il n'y avait pas de dialogue avec son petit-fils et je la voyais tout le temps seule et à un moment, elle nous regardait parce que nous, on était en train de discuter du décès de Clémentine, de ce qu'on allait faire, de ce qu'elle voulait, donc comment on allait pouvoir mettre les choses en place et je sentais son regard et le lendemain, je me suis autorisée à l'aborder et elle trouvait que la manière dont nous, on vivait les choses était formidable parce qu'elle se sentait extrêmement seule et j'avais du mal à comprendre. Je pense que son gendre et son petit-fils étaient dans une grande détresse et que les mots n'arrivaient pas à parler parce qu'on reste avec, un tabou sur la mort dans notre pays et ce tabou, nous, on ne l'avait pas et je pense que cette libération de la parole sur la mort nous a certainement permis d'accompagner Clémentine d'une belle façon. Je ne sais pas si on aurait pu le faire autrement, parce que Clémentine nous parlait de sa mort. Alors ça n'a rien de facile, hein, je ne vais pas vous dire qu'on reçoit ces mots, avec le sourire, mais à aucun moment elle ne s'est sentie freinée, dans ce qu'elle avait envie de dire, dans ce qu'elle ressentait et cette liberté, bah, je pense que ça nous a beaucoup apporté à tous. Et je dirais juste aux gens, un peu moi j'ai pas de conseils à donner, parce que chacun fait comme il peut, comme il veut. Nous, on avait beaucoup de chance, on était à la retraite, donc on était très disponibles. Tout le monde n'a pas cette chance. Hem, on fait ce qu'on peut, mais il y a souvent
une petite perche que le patient va nous tendre pour nous parler de sa mort ou de choses qu'il espère. Et bien souvent, on a tendance à mettre ça un peu sous le tapis: «Mais non, mais non, mais non, on parle pas de ça». Je demande juste aux gens: accueillez cette parole et essayez de savoir ce qui se cache derrière. C'est tout. Accueillez ça. Alors c'est pas facile, ça fait mal, mais c'est bien d'en parler. Nous, le fait d'en avoir parlé, ben, Clémentine nous a dit plein de choses. «Je veux avoir ma robe de mariée, je veux me faire enterrer avec ma robe de mariée, je veux ceci, je veux telle musique, je veux ça» et bah, c quelque part, c'est chouette. Dans toute cette souffrance, dans toute cette douleur qu'on a vécue, toute cette horreur, parce que bon, à 30 ans, on n'a pas envie de vivre ça. On avait ça de réconfortant, c'est qu'il y avait pas de sujet tabou. On pouvait tout aborder. Essayer de sentir la petite perche qui est tendue, surtout, surtout et puis dans le milieu de la santé, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, peut-être, dans le point de vue administratif, du côté social, peut-être renforcer aussi au sein des équipes pour soulager un peu la charge, des patients par rapport à leur traitement. Parce que quand il y a 15 ordonnances, qu'il faut toujours savoir où on en est dans les ordonnances, entre les stupéfiants, entre ceci, entre cela, c'est un peu lourd pour les patients, donc peut-être qu'il y a moyen de les soulager, à ce niveau-là, la prise des rendez-vous pour la chimio d'après. Je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent être faites, tout en laissant le patient acteur de sa maladie, mais le soulager sur quelques plans. En tout cas, poser la question de savoir s'il a besoin qu'on le soulage, parce que c'est quand même très, très lourd pour l'avoir vécu pendant un certain temps. Je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut faire. Mais bon, je sais que les moyens ne sont pas là, donc on va pas remettre en cause l'hôpital qui fonctionne comme il peut actuellement, donc mais je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent se faire au quotidien. Nous, on a eu de très, très belles équipes, on a eu autour de nous des gens formidables et ça nous a beaucoup aidés aussi, que ce soit à Mont-d'Or, à Villejuif ou à Percy, on a eu vraiment de très, très belles personnes autour de nous. Donc le côté humain était vraiment là et ça, c'était important. Donc j'espère que c'est la même chose pour d'autres. Est-ce qu'on a eu plus de chance que d'autres? Peut-être dans notre malheur qu'on a eu cette chance, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été quand même plutôt bien en accompagnement des équipes. Bah, écoutez, Madame Vergnaud, merci beaucoup pour ce témoignage incroyable. On arrive à la fin de cet épisode de J'ai une question docteur, donc merci d'avoir accepté d'enregistrer avec nous pour partager votre histoire et celle de votre fille. Et bien sûr, tout cela participe à la prévention du cholangiocarcinome. Donc on rappelle à nos éditeurs, si vous n'avez pas encore écouté le podcast de Clémentine, Ma vie face au cancer, faites-le. Vous pouvez également visiter le site des fonds Clémentine Vergnaud. Nous vous invitons à le faire dès la fin de cet épisode. Nous rappelons également que son podcast a été retranscrit dans un livre intitulé Le journal de Clémentine, dont les bénéfices sont intégralement reversés au Fonds pour la recherche sur le cholangiocarcinome. Merci beaucoup à Diane pour ces questions. Merci à vous deux. C'est la fin de notre épisode et on souhaite à tous nos auditeurs une très bonne journée. Et bien sûr, à tout le monde, prenez soin de vous. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. Wait for